Chapitre 30 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 30. Mosfeia, le Cheikh, Denham, Clapperton, Oudney. Vogel, la capitale du Loggoum, Toul, calme au-dessus du Kernak, le gouverneur et sa cour, l'attaque, les pigeons incendiaires. Le lendemain, 1er mai, le Victoria reprit sa course aventureuse. Les voyageurs avaient en lui la confiance d'un marin pour son navire. D'ouragans terribles, de chaleurs tropicales, de départs dangereux, de descentes plus dangereuses encore, il s'était partout et toujours tiré avec bonheur. On peut dire que Fergusson le guidait d'un geste. Aussi, sans connaître le point d'arrivée, le docteur n'avait plus de crainte sur l'issue du voyage. Seulement, dans ce pays de barbares et de fanatiques, la prudence l'obligeait à prendre les plus sévères précautions. Il recommanda donc à ses compagnons d'avoir l'œil ouvert à tout venant et à toute heure. Le vent les ramenait un peu plus au nord, et vers 9 heures, ils entrevirent la grande ville de Mosfeia, bâtie sur une éminence encaissée elle-même entre deux hautes montagnes. Elle était située dans une position inexpugnable. Une route étroite entre un marais et un bois y donnait seule accès. En ce moment, un cheik, accompagné d'une escorte à cheval, revêtu de vêtements aux couleurs vives, précédé de joueurs de trompettes et de coureurs qui écartaient les branches sur son passage, faisait son entrée dans la ville. Le docteur descendit afin de contempler ces indigènes de plus près. Mais, à mesure que le ballon grossissait à leurs yeux, les signes d'une profonde terreur se manifestèrent, et ils ne tardèrent pas à détaler de toute la vitesse de leurs jambes ou de celle de leurs chevaux. Seul le cheik ne bougea pas. Il prit son long mousquet, l'arma et attendit fièrement. Le docteur s'approcha à 150 pieds à peine, et de sa plus belle voix, il lui adressa le salut en arabe. Mais, à ces paroles descendues du ciel, le cheik mit pied à terre, se prosterna sur la poussière du chemin, et le docteur ne put le distraire de son adoration. Il est impossible, dit-il, que ces gens-là ne nous prennent pas pour des êtres surnaturels, puisque, à l'arrivée des premiers Européens, parmi eux, ils les crurent d'une race surhumaine. Et quand ce cheik parlera de cette rencontre, il ne manquera pas d'amplifier le fait avec toutes les ressources d'une imagination arabe. Jugez donc un peu de ce que les légendes feront de nous, quelque jour. Ce sera peut-être fâcheux, répondit le chasseur, au point de vue de la civilisation. Il vaudrait mieux passer pour de simples hommes. Cela donnerait à ces nègres une bien autre idée de la puissance européenne. D'accord, mon cher Dick, mais que pouvons-nous y faire? Tu expliquerais longuement aux savants du pays le mécanisme d'un aérostat qu'ils ne sauraient te comprendre et admettraient toujours là une intervention surnaturelle? Monsieur, demanda Joe, vous avez parlé des premiers Européens qui ont exploré ce pays. Quels sont-ils donc, s'il vous plaît? Mon cher garçon, nous sommes précisément sur la route du major Denham. C'est à Mosfeia même qu'il fut reçu par le sultan de Mandara. Il avait quitté le Bornou, il accompagnait le cheik dans une expédition contre les Fellatahs, il assista à l'attaque de la ville qui résista bravement avec ses flèches aux balles arabes et mit en fuite les troupes du cheik. Tout cela n'était que prétexte à meurtre, à pillage, à razzia. Le major fut complètement dépouillé, mis à nu et sans un cheval sous le ventre duquel il se glissa et qui lui permit de fuir les vainqueurs par son galop effréné, il ne fut jamais rentré dans Kouka, la capitale du Bornou. Mais quel était ce major Denham? Un intrépide anglais qui de 1822 à 1824 commanda une expédition de le Bornou en compagnie du capitaine Clapperton et du docteur Oudney. Ils partirent de Tripoli au mois de mars, parvinrent à Mourzouk, la capitale du Fezzan, et, suivant le chemin que plus tard devait prendre le docteur Barth
pour revenir en Europe, ils arrivèrent le 16 février 1823 à Kouka, près du lac Tchad. Denham fit diverses explorations dans le Bornou, dans le Mandara et aux rives orientales du lac. Pendant ce temps, le 15 décembre 1823, le capitaine Clapperton et le docteur Oudney s'enfonçaient dans le Soudan jusqu'à Sakatou, et Oudney mourait de fatigue et d'épuisement dans la ville de Murmure. Cette partie de l'Afrique, demanda Kennedy, a donc payé un large tribut de victimes à la science. Oui, cette contrée est fatale. Nous marchons directement vers le royaume de Barghimi, que Vogel traversa en 1856 pour pénétrer dans le Wadaï, où il a disparu. Ce jeune homme, à 23 ans, était envoyé pour coopérer aux travaux du docteur Barth. Ils se rencontrèrent tous deux le 1er décembre 1854, puis Vogel commença les explorations du pays. Vers 1856, il annonça dans ses dernières lettres son intention de reconnaître le royaume du Wadaï, dans lequel aucun Européen n'avait encore pénétré. Il paraît qu'il parvint jusqu'à Ouara, la capitale, où il fut fait prisonnier suivant les uns, mis à mort suivant les autres, pour avoir tenté l'ascension d'une montagne sacrée des environs. Mais il ne faut pas admettre légèrement la mort des voyageurs, car cela dispense d'aller à leur recherche. Ainsi, que de fois la mort du docteur Barth n'a-t-elle pas été officiellement répandue, ce qui lui a causé souvent une légitime irritation. Il est donc fort possible que Vogel soit retenu prisonnier par le sultan du Wadaï, qui espère le rançonner. Le baron de Neimans se mettait en route pour le Wadaï quand il mourut au Caire en 1855. Nous savons maintenant que M. de Heuglin, avec l'expédition envoyée de Leipzig, s'est lancé sur les traces de Vogel. Ainsi nous devrons être prochainement fixés sur le sort de ce jeune et intéressant voyageur. Note. Depuis le départ du docteur, des lettres adressées d'El Obeid par M. Munzinger, le nouveau chef de l'expédition, ne laissent malheureusement plus de doute sur la mort de Vogel. Fin de la note. Mosfeia avait depuis longtemps déjà disparu à l'horizon. Le Mandara développait sous les regards des voyageurs son étonnante fertilité avec les forêts d'acacias, de locustes aux fleurs rouges, et les plantes herbacées des champs de cotonniers et d'indigotiers. Le Chari, qui va se jeter 80 milles plus loin dans le Tchad, roulait son cours impétueux. Le docteur le fit suivre à ses compagnons sur les cartes de Barth. Vous voyez, dit-il, que les travaux de ce savant sont d'une extrême précision. Nous nous dirigeons droit sur le district du Loggoum et peut-être même sur Kernak, sa capitale. C'est là que mourut le pauvre Toole, à peine âgé de 22 ans. C'était un jeune Anglais, enseigne au 80e régiment, qui avait depuis quelques semaines rejoint le major Denham en Afrique, et il ne tarda pas à y rencontrer la mort. Ah, l'on peut appeler justement cette immense contrée le cimetière des Européens. Quelques canaux, longs de 50 pieds, descendaient le cours du Chari. Le Victoria, à 1000 pieds de terre, attirait peu l'attention des indigènes, mais le vent qui jusque-là soufflait avec une certaine force tendit à diminuer. Est-ce que nous allons encore être pris par un calme plat, dit le docteur. Bon, mon maître, nous n'aurons toujours ni le manque d'eau ni le désert à craindre. Non, mais des populations plus redoutables encore. Voici, dit Joe, quelque chose qui ressemble à une ville. C'est Karnak. Les derniers souffles du vent nous y portent, et, si cela nous convient, nous pourrons enlever le plan exact. Ne nous rapprocherons-nous pas demanda Kennedy. Rien n'est plus facile, Dick. Nous sommes droit au-dessus de la ville. Permets-moi de tourner un peu le robinet du chalumeau, et nous ne tarderons pas à descendre. Le Victoria, une demi-heure après, se maintenait immobile à 200 pieds du sol. Nous voici plus près de Karnak, dit le docteur, que ne le serait de Londres un homme juché dans la boule de Saint-Paul. Ainsi nous pouvons voir à notre aise. Quel est donc ce bruit de maillet que l'on entend de tous côtés? Joe regarda attentivement et vit que ce bruit était produit par les nombreux tisserands qui frappaient en plein air leurs toiles tendues sur de vastes troncs d'arbres. La capitale du Loggoum se laissait saisir alors dans tout son ensemble, comme sur un plan déroulé. C'était une véritable ville, avec